Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, on fait le tant attendu Mandy cette semaine. Donc, Mandy, en 2008, réalisé par Panos Cosmatos, qui est seulement son deuxième film. Puis, en tout cas, je vais revenir avec ça justement, là. Mais Seb, Mandy, après tant de discussions que j'arrête pas d'y faire référence, puis de t'en parler, puis de faire des calls là-dessus. Nick Cage, tout. C'est quoi ton appréciation? Le film a rencontré mes attentes parce que c'est un film que tu m'as parlé à vraiment plusieurs reprises, peut-être probablement dans des épisodes aussi. Là, vous en avez entendu parler par la bande si vous ne connaissiez pas déjà le film. Fait que j'avais des attentes. On est dans un back-to-back. Là, on vient d'enregistrer aussi Kiss from a Vampire, il n'y a pas long. Fait qu'on avait décidé de faire un back-to-back Nicolas Cage. Fait que j'avais des attentes, puis ils ont été rencontrés. Ce qui est vraiment hot, mais pas rencontrer genre « Ah oui, c'était plaisant ». C'est quand même la coche, là. Ce film-là, man, il y a tellement d'affaires. Il y a la direction visuelle. J'ai l'impression que c'est un dude qui a tout fait mur à mur pour que ça se tienne autant et que ce soit pas autant décousu là, au niveau artistique. Là. J'ai l'impression que le gars, il a tout fait tout seul. Je sais pas. Ben, clairement que Panos Cosmatos, il y a une grosse vision là-dedans, là. Ben oui. Mais c'est que, dans le fond, ce réalisateur-là aussi... Qu'est-ce qu'il y avait le feeling, puis plus le film avançait. Aussi, moi, j'ai vraiment plus aimé ma deuxième écoute, là. J'avais trouvé ça super bon la première fois que je l'ai écouté, mais là, j'ai vraiment... je vends la mèche, là. J'ai vraiment tripé, pour vrai, là. Si je l'aime, ce film-là, genre, je le réalisais pas à quel point, là. Mais qu'est-ce qui est hot, je trouve, de ce film-là, c'est qu'il est trippant pour vraiment un paquet de raisons différentes. Comme, t'aurais pu tripper sur l'aspect visuel, qui est vraiment incroyable, puis avec l'approche qu'il y a eu, qui était quand même vraiment pas too much, mais exagéré, il aurait vraiment pu se planter puis faire de quoi de désagréable aux yeux, puis de juste weird, pas attrayant, mais c'est pas arrivé. Il a vraiment livré au point de vue visuel. Au niveau narration, sa narration est quand même simple, veut pas, là, l'histoire dans les faits. Ouais, au final, c'est un film de vengeance, là, au final. Là. Fait que il y a pas... c'est pas méga complexe, mais c'est juste que il y a du sous-texte un peu, il y a un visuel fucked up, puis honnêtement, je pense que je t'ai pas averti, je voulais t'avertir, puis j'ai peut-être bien fait de pas t'avertir. C'est que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pense que tu t'attends à avoir un produit Nicolas. En fait, tu t'attends à que le film soit au complet la deuxième partie du film. Au final, là, tu t'attends vraiment pas à la première partie au complet, qui est plus la sec puis Mandy, en fait. Parce que Nicolas Cage, il arrive vraiment au final juste à la deuxième partie, là, réellement. Là. Ouais, vraiment. Le film, la façon que tu regardes le poster, la façon que c'est fait, tu t'attends vraiment à recevoir un produit genre Nicolas Cage. Un Power Cage, là, Vampire style. Là. Exactement, là. Mais c'est pas ça que t'as. Fait que je pense que au début, ma première écoute, j'ai peut-être été biaisé par ça, mais en ayant connaissance de cause, puis en sachant aussi que, parce que aussi, les Nord-Américains, on a une façon d'avoir nos films quand même assez in your face. Il y a moins d'interprétation, on aime moins ça quand que... Mais pourquoi? On a beaucoup le « mais pourquoi » puis avoir des réponses données. Puis ce film-là, il donne pas nécessairement toutes les réponses, puis il laisse beaucoup d'interprétations, puis j'ai adoré cet aspect-là. Là. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est un autre point vraiment, vraiment fort du film. Tu peux aussi le prendre super premier niveau, super en surface, puis il va quand même se tenir. Tu sais, comme toutes les analogies avec les livres fantastiques, puis la religion, puis tout. C'est tout bien beau, mais tu es capable de vraiment prendre le film, puis moi, c'est un peu plus comme ça que je l'ai pris. Puis juste te dire que c'est une gang de fuckés qui sont juste toutes drogués mur à mur, puis t'es comme semi dans leur trip, là, semi avec eux au fond. Là. Puis si tu fais juste le prendre comme ça, le film se tient encore parce qu'on te livre des pièces d'information à la volée qui te permettent de juste dire comme ah ben il n'y a vraiment pas comme un Dieu s'est pas vraiment mêlé de cette situation-là à aucun point, c'est vraiment juste du monde drogué qui ont commis un acte irréprochable, puis pas irréprochable, mais condamnable, puis quelqu'un qui a décidé de se venger, puis de les tuer. Puis tu peux le prendre baseline comme ça, le film, puis ça fait du sens pareil. Mais le film est un peu comme ça au final, aussi. Là. En fait, c'est, oui, la toxic masculinity, là, que c'est très central au thème du film. Là. Il y a beaucoup de
l'ego masculin qui est dans le film. T'as aussi, entre autres, une histoire de deuil, une histoire d'amour. T'as bien des thèmes qui sont abordés, mais le film, selon moi, est quand même aussi très au premier degré, puis très au niveau fantasme. Puis la ligne entre la réalité et le fantasme est vraiment pas claire. C'est vraiment le fun à regarder. Mais en tant que tel, de pousser comme exemple Relique qu'on a fait, il n'y a pas, je pense, d'interprétation aussi deep à faire que Relique. Il y en a quand même un peu. Il y en a un peu dans la symbolique. Mais autant que tel, au niveau sous-texte, il est moins riche là, à ce niveau-là, mais ça rend pas le film meilleur. Il est juste vraiment dans une catégorie à part, ce film-là, là, pour vrai. C'est vrai que j'ai rarement vu un film aussi psychédélique faire autant de sens. C'est vrai. Ta phrase, elle fait pas de sens, mais elle fait du sens dans le contexte de Mandy. Exactement. C'est juste assez grandé. J'ai aimé aussi, tu sais, le fait qu'on flirte justement avec des symboliques, puis tout, puis un peu de la fantaisie. Tu peux prendre le film aussi comme juste un chapitre dans un des livres de fantasy que Mandy a lu un livre au début, je pense. The Shadow Mountain. Non, ça, c'est un des titres. Ouais, ça, c'est un des titres. Mais tu sais, elle lit un livre de... C'est Seeker of Truth, je l'ai. C'est Seeker of Truth, le livre qu'elle lit. Je sais même pas si c'est un livre qui existe en réalité, là, personnellement. Peut-être que toute la clé du film était dans le livre, je sais pas. Tu sais, tu peux le prendre aussi comme... Il y a énormément de bouts du film puis d'éléments dans le film qui se référeraient comme un genre de chapitre, comme si le film était juste un chapitre dans un livre de fantasy, là, genre, là, je dis fantasy, c'est peut-être pas le bon terme encore, là, mais tu sais, ils sortent des éléments comme la dague de Atraxa, machin, puis t'as-tu l'espèce d'ocarina, là, avec lequel ils appellent les... Oui, on dirait que t'es dans Zelda, là. Ouais, puis tu sais, le truc a un nom, puis à chaque fois que tu le vois, il y a comme un flash en vert, puis... Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, The Horn of Abraxas. Ça, c'est la flûte. Exact. The Horn of Abraxas. Puis t'as aussi l'épée. Puis les titres aussi sont faits avec une écriture fantastique, comme The Shadow Mountain. C'est vraiment... Ça n'a pas tant rapport. Ouais, exact, c'est vrai. Puis tu sais, le fucking Nicolas Cage, il se forge une hache, man, avant de partir dans sa croisade, là. Les derniers qui ont fait ça, c'est les elfes pour aller battre Sauron, là. Mais Nicolas Cage, il est quand même... C'est le parfait film, Nicolas Cage, à mon avis. J'ai vraiment commencé à triper comme à un autre coche quand j'ai vu qu'il était en train de se forger une hache. Puis là, il se forge sa hache avec ses putains de lunettes soleil, là. Genre, il doit faire 1001 degrés dans sa forge. Puis il se grind une hache, man. Wow. Ah, man, c'est écœurant, ce film-là, pour elle. Mais Panos Cosmatos, il a fait le film avant ça s'appelait Beyond the Black Rainbow. Je l'ai écouté. C'est beaucoup moins accompli comme film, mais sa vision un peu psychédélique était très, très présente. Puis son visuel ultra... une signature ultra personnelle était présente. Son père aussi... de couleurs? Ouais, mais c'est ça. Oui, parce qu'il y a juste 2 films. Là, fait que son premier film aussi, il y a des courts-métrages que j'ai... Comme je dis, je suis pas vraiment à jour d'un court-métrage. Fait que je les ai pas vus. Mais c'est long-métrage, c'est vraiment ça. Quand il a fait ce film-là, il y avait vraiment une vision particulière. Puis il y a 2 producteurs qui ont trippé puis ont dit t'es des meilleurs réalisateurs qu'il n'y a pas en ce moment. On veut faire partie de qu'est-ce que tu vas faire dans le prochain. J'ai l'impression que ces 2 producteurs-là qui sont... C'est drôle que tu aies parlé de fucking Lord of the Rings parce que c'est Elijah Wood puis Daniel Noah. Ils ont dit on veut... Je pense qu'ils ont comme donné quand même une bonne carte blanche avec leur compagnie Spec Vision. C'est eux aussi qui ont fourni l'argent pour faire Color Out of Space, entre autres. OK. Ouais, c'est eux autres qui engagent Nicolas Cage, là, au fond. Ouais, mais c'est ça. Mais dans les films d'horreur, parce que Nicolas Cage, il produit quand même beaucoup de films, là. Mais Girl Walk Alone at Night, c'était eux, c'est un film étranger. Sinon, Daniel Isn't Real avec le fils de Schwarzenegger, c'était quand même vraiment bon. Ça, des films d'horreur quand même assez cool. Puis ils se foutent c'est pas qu'ils se foutent de l'opinion des gens, mais ça leur dérange pas de faire des films qui vont pas faire l'unanimité, puis ils laissent beaucoup, beaucoup de liberté aux réalisateurs, là. Ah, mais ça, c'est cool. C'est un peu pour ça, j'imagine, qu'on voit plus ou presque plus Elijah Wood sur l'écran. Il a comme pris un autre rôle dans le monde du cinéma, ou sais-tu? Elijah Wood, entre autres, il a pris plus d'importance dans le monde de l'horreur. Puis il aime vraiment ça aussi. Parce que maintenant, j'ai entendu dans une interview, je pense que c'était dans le podcast de Joe Dante, puis aussi, comme j'ai de la misère avec son co-host, là, mais The Movie That Made Me,
il disait il y avait des films tellement obscurs quand ils ont écouté The Faculty, là, parce que lui, il y avait un film obscur d'horreur fucking rare, puis là, il l'a sorti, puis toute l'équipe ont été les regarder, puis il dit « Oh man, c'était weird as fuck », puis j'étais content que ça se tienne aussi weird que dans mes souvenirs, parce que je trouvais ça hot de présenter un film vraiment underground, fait que les Joe Wood est quand même cool là, dans ce monde-là, là, vraiment. Là. Il est quand même connaissant aussi, puis impliqué là, dans ce monde-là, de ce que je comprends. Là. Ouais, exact. Là. Fait que eux, entre autres, c'est ça. Puis Nick Cage, là, tu disais que c'est eux qui donnent la job, mais au début, il voulait qu'il soit Jeremiah. Ah, ça aurait été complètement différent avec Chris, que ça aurait été quand même pas pire aussi. Ouais, mais c'est lui qui jouait Jeremiah, il était on the spot, par contre. Là. Il était très bon. Oui. Je suis d'accord avec ça. Là. Il était... Je l'ai recasté, j'ai vendu la mèche, mais peut-être que j'aurais pas dû. En tout cas, j'ai dû. Bon, c'est pas grave. Là. Au pire, sinon, un autre truc. non, dis-le. Mais sinon, Johansson, je sais pas si. Johansson, je sais pas si je prononce bien son nom, ça dit-tu quelque chose? Le nom me dit quelque chose, mais je peux absolument pas te dire à qui ou à quoi il est associé, là, cette personne-là, mais ça me dit quelque chose. Il est associé entre autres aux films Sicario, Arrival et Joker. Si je te dis ça, tu penses c'est quoi? Fucking bon, man! C'est la musique. C'est lui qui a composé le score pour Mandy. Malheureusement, c'est probablement dans ses derniers films parce qu'il est mort d'une overdose la même année que Mandy est sorti de médicaments et de cocaïne. Donc, paix son âme. Je pense qu'il a gagné l'Oscar aussi pour Joker, si je me trompe pas, là, mais je veux pas parler à travers mon chapeau. Ou... Je pense que c'était pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais ben oui, parce qu'il est mort après Joker, après les Oscars de Joker. Fait que je pense que oui, mais je suis pas assez sûr si c'est lui qui avait gagné. Mais je sais qu'il était nominé du moins. Aïe, aïe, aïe. Ça, mais c'est un super bon. Il a fait un petit job pour vrai dans ce film-là parce que une des raisons pour laquelle les filtres de couleurs puis la vibe psychédélique est autant acceptable et tolérable, c'est parce que t'as la musique qui balance le tout. Là, c'est ça, c'est pas pour rien que j'ai pris la. Tu sais, des fois, on prend pas la peine de. Je sais qu'exemple, la musique était épique dans Dawn of the Dead. J'ai pas pris la peine de parler de Goblins, qui était un groupe italien qui était vraiment populaire, des choses comme ça. Des fois, on souligne pas assez la musique. Mais là, pour que j'aille chercher justement le nom du compositeur, c'est que, comme toi, j'ai trouvé que c'était quand même une pièce importante du film. Là. Ouais, puis il n'y a pas juste Hans Zimmer là, dans le monde des compositeurs, là, ouais. Dans le monde des compositeurs du cinéma, il n'y a pas juste Hans Zimmer qui fait des tracks vraiment hot et over the top. Mais quoi que, il fait des tracks vraiment hot et over the top, là, mais... Ouais, c'est ça, faut lui donner pareil, là. Entre autres. Puis, Seb, là, on a fait un peu de lore alentour du film, puis on a un peu shiné Mandy, mais tu penses que le budget était de combien? Honnêtement, je suis vraiment fourré parce que tu me dis que ces temps-ci, Nicolas Cage il est un peu plus à rabais. Point de vue technique, effets spéciaux, décors, etc., j'ai pas l'impression que ça a été méga coûteux, honnêtement. J'avais comme un feeling du sous le 10 millions. Là. C'est quand même 2018, faut qu'on s'entend qu'on parle en millions. J'avais comme un feeling de 3 à 5, je vais dire 5 millions pour couper la poire en deux avec les 10. C'est un 6, t'étais proche. C'est un bon guess. Oh yeah! 6 millions. Ils ont filmé en Europe aussi parce que ça coûtait moins cher. C'est vraiment qu'il n'y a plus beaucoup de productions là, qui veulent filmer à Hollywood là, parce que supposément que c'est très très cher. Là. Mais c'est ça, ils ont été filmés en Europe, au même endroit, je pense que justement, dans un coin qui ont filmé Color Out of Space. Mm-hmm. Ça avait la même vibe au niveau des forêts, hein? Puis... Forêt, ouais, c'est ça. Ouais, non, je te feel. Là. C'est vrai, non, mais je te feel pour vrai. Là. Mais my God, que j'ai tellement aimé ma deuxième écoute de Mandy. Pour vrai, je savais que j'avais aimé ça, mais justement, c'est le genre de film qui te laisse un peu avec des questionnements de qu'est-ce qui vient de te présenter parce que, comme qu'on a dit, c'est pas un film linéaire 100%, puis c'est plus un film quasiment à la David Lynch, là, que tu sais que tu as certains éléments qui sont un peu un rêve. Là. J'avoue, puis dans ma préparation mentale à l'épisode, je me disais, tu sais, c'est quand même un style de film assez particulier, puis je pourrais très bien comprendre que quelqu'un me revienne, je lui suggère Mandy, puis qu'il me revienne, puis qu'il me dise « Qu'est-ce que tu m'as fait écouter? C'était dégueulasse. » Ouais, ça se peut très bien. Ça se pourrait très bien. Puis je me suis dit, à partir de quel moment, j'ai essayé de trouver dans mon cheminement, à partir de quel moment ou quel film, je me suis dit, ce genre de film-là,
j'aime ça, puis je suis capable de tolérer le flou, puis le mystérieux, puis le non-expliqué. Je pense que ça date de... là, j'ai peut-être mélangé, mais David Lynch, c'est... Voyons, Fight Club, Mulholland Drive. c'est ça? Mulholland Drive. Non, ça, c'est David Fincher. Ah, si, je mélange tout le temps les deux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même... Ouais, non, c'est pas décousu, c'est vraiment pas dans le même style. Mais c'est lesquels d'autres de David Lynch j'ai vu Mulholland Drive, je l'ai vu. Mais avant ça... Je sais pas si t'en as vu d'autres. Est-ce que tu avais vu Inland... Non, Inland Empire, je pense pas. Non, c'était quoi déjà? Lost Highway, tu l'avais-tu vu? Celui où est-ce qu'il y a comme un gars avec les cheveux noirs lichés par en arrière, puis il dit tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone, puis celui qui parle au téléphone, c'est lui-même. C'est le bonhomme qui a donné le téléphone. C'est une scène vraiment creepy et vraiment hot, cette scène-là. Là. Ouais, non, ça me dit rien. Je sais que j'ai vu Eraserhead avec toi. Ah ouais, je t'avais fait écouter Eraserhead avec moi? J'ai écouté Eraserhead, mais c'est pas nécessairement celui-là que j'avais en tête. Hey, j'avais un autre film en tête, mais je dois avoir mixé. Mais un autre film du genre que tu te dis comme, mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'est vraiment fucké. Puis tu présentes à quelqu'un d'autre puis qui va dire, j'ai haï ça pour mourir, puis moi j'avais fait comme, j'ai adoré. Mais, ouais, mais moi je me souviens que, exemple, on était un... Tu sais, quand on était un trio de regardeurs de films, là, moi, toi, puis GM. Puis je me souviens que je pouvais, quand je voulais plus t'accrocher toi, je pouvais vraiment aller dans le moins conventionnel. Puis toi, t'aimais ça que ça soit un peu fucked up comme film. Là. T'aimais ça le weird. Fait que je le savais, quand j'ai vu Mandy, puis c'est pour ça que moi, j'ai vraiment aimé ça aussi, mais j'ai pas réalisé à quel point j'ai aimé ça juste après l'avoir écouté une deuxième fois que j'ai réalisé à quel point je l'aimais, en fait. Là. Ouais, mais je savais que ça allait être exactement dans tes cordes. Là. C'est dans ma palette. C'est dans ta palette, ouais. Mais ouais, ça, on va essayer de parler de ce film-là qui est, comme justement, on n'arrête pas de le dire, un peu des fantasmes, un peu weird, dreamy, atmosphérique, plein de choses qui sont en fait difficiles à mettre des mots dessus, puis qui aussi, certaines personnes peuvent mettre des mots dessus qui sont pas les mêmes que moi, puis ça peut être autant des bons mots qu'on peut mettre sur ce film-là. Là. C'est ça qui va être weird à faire parler un peu. Puis c'est ça. Puis vous avez ceux qui l'ont déjà vu, ben vous allez peut-être trouver qu'il y a peut-être des bouts qu'on va carrément skipper puis oublier de parler parce que c'est riche en détails aussi, là, ce film-là. Fait qu'il y a peut-être des aspects qu'on va mettre volontairement ou non volontairement. Là, ça vous donnera une bonne raison de réécouter le film parce qu'il mûrit. Alors. Mais Seb, avant de commencer, là, je veux juste te demander une autre affaire qui vient de me popper dans la tête. La première écoute que j'ai eue, justement, je pense que j'avais des attentes. J'attendais que Cage arrive. Je savais pas trop où mettre mes pieds parce que j'étais pas habitué au film. Mais est-ce que tu as trouvé ça drôle? Parce que moi, la deuxième écoute, un des éléments que j'ai le plus remarqué, c'est à quel point j'ai ri plus que la première fois que je l'ai écouté. Je peux pas dire ce qui m'a... OK, à partir du moment où Cage il décolle, là, oui, j'ai ri plus la deuxième. Parce qu'on dirait que j'étais vraiment en mode suranalyse sur la première écoute. Je voulais tout pogner. Exact. Le film, il met la table sur un univers super détaillé dès le début que tu te dis comme je vais essayer de pogner la référence qui va faire que la fin du film va cliquer, puis je veux la pogner quand elle va passer. Ouais. Fait que j'étais vraiment focus. Puis la deuxième écoute, sachant où ça s'en va, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de l'analyser autant que ce qui est présenté, finalement, justement, comme un peu plus premier degré en surface. Puis tu l'enjoy vraiment plus quand il passe, ça dérape, là, parce qu'il répond des affaires genre « Don't be negative ». Non, plein de ses quotes. My shirt! My shirt! My shirt! L'abus de sang, Cheddar Goblins, que ça a zéro rapport à l'annonce de Cheddar Goblins. La première fois, t'es comme oh shit, Cheddar Goblin, genre révélation, secret, c'est quoi la figure? Puis t'es comme je vais essayer de deviner, tu sais, ça va être quoi la référence ou c'est quoi l'allégorie ici. Finalement, la deuxième fois, c'est juste Cheddar Goblin. C'est cave. Ouais, moi, c'est juste ils ont fait de quoi de trendy, man. Après, tu fais des t-shirts de Mandy avec Cheddar Goblin. Puis il est pas marqué Mandy, fait que c'est juste ceux qui connaissent Mandy qui sont comme Cheddar Goblin, I know what you mean. Puis c'est. La deuxième écoute est vraiment plus divertissante, justement, parce que t'arrêtes d'analyser puis tu te laisses bercer par le fait que c'est juste déjanté. Là. La scène dans
la scène dans la salle de bain, la première fois, t'es comme, oh wow, c'est puissant. Puis la deuxième fois, t'es comme, what the fuck? Pour moi, elle a vraiment eu deux phases, cette scène-là. Là. Ou que Nick Cage, il est triste, là? Ouais, quand il. Le point tournant, là, quand il trouve sa bouteille de vodka, là. Puis tu vois clairement qu'il y avait eu c'est sous-entendu qu'il y avait un struggle avec les addictions avant, là. Ouais, non, c'est ça. La première fois, tu l'écoutes, t'es genre, oh shit, il retombe dans ses addictions, puis t'es comme, c'est vraiment un moment pivot pour lui. Puis la deuxième écoute, j'étais juste comme, Chris, il gueule, puis il est en train de s'enfiler de la vodka comme jamais, man. C'est genre, cette scène-là, là, avec un pas de recul, là, est quand même bonne, là, t'es genre, what? C'est quelqu'un qui est en train de s'auto-détruire, man. Moi, j'ai écouté ce film-là avec ma soeur, puis on a eu les deux le même constat à cette scène-là. C'est que quand il part à gueuler, c'est risible un peu, oui, mais on dirait qu'il pousse tellement la note juste assez loin que ça redevient un peu que tu vois la détresse du personnage, puis tu trouves plus que c'est du overacting, quasiment. C'est super bien dosé, là. C'est utiliser Cage à sa meilleure mesure, là. Exactement. Puis parce qu'il... Ah, man, c'est tellement bien décrit, qu'est-ce que tu viens de dire. Exactement, man. Il commence, puis t'es comme, ouh, il pousse un peu la note, puis là, t'es comme, oh, ok, il est en détresse. Puis là, il repousse un petit peu, puis t'es comme, ah, non, c'est Nick Cage. Ah, non, il est en détresse. Ouais, c'est parfait, man. C'est vrai que c'est vraiment parfait pour ça. Hey, on n'a toujours pas commencé. On voit Nick Cage qui est un bûcheron, puis qui refuse un verre d'alcool. Ça, c'est les points importants de ce truc-là. Fait que tu sais qu'il manie la chainsaw puis qu'il fume, mais qu'il n'aime pas ça, l'alcool. Puis par la suite, il revient il revient chez lui. Puis là, tu as un des premiers écrans titres, entre guillemets, qui dit The Shadow Mountain 1983. Ouais. Fait que ça nous place dans le temps. Puis en même temps, le Shadow Mountain, il est travaillé, on dirait vraiment une couverture d'un livre, là, les chapitres. Ouais, mais quand tu as parlé du livre, justement, puis qu'on dirait que le film, c'est des chapitres, ben l'esthétique du titre est vraiment comme que tu as dit, d'un livre fantastique. Là. J'étais un petit peu, pas déçu, mais j'ai été un peu déstabilisé, c'est le mot, par le fait qu'il y en a juste deux. T'as pas fucké, toi? Puis ils sont vraiment au début. Tu l'attends, comme le prochain chapitre, man. C'est comme un... Fuck, c'est comme un bon livre, on en parle. C'est comme un bon livre, t'attends le prochain chapitre, sauf que lui, il arrive pas. C'est vrai. Mais ça m'a pas, par contre, tant touché. Mais quand tu en reparles, c'est vrai que c'était odd qu'il n'y ait pas plus de chapitres, mais du coup, je me suis juste... Parce que quand ce film-là a vraiment deux paliers, là. T'as le palier sans Cage, t'as le palier avec Cage. Puis les deux sont tous aussi bons pour un range totalement différent de raisons. Ouais. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que dans la deuxième partie, les genres de chapitres sont remplacés par les séquences de comics. Ouais. Les séquences de BD. Anyway, fait qu'on va y arriver. C'est vrai. Bon, ben là, au fond, les premières scènes, on voit un peu Cage avec sa blonde. Au fond, on voit qu'ils vivent reclus un petit peu dans les bois. Puis ils ont des conversations, là, genre, bon, c'est quoi ta planète préférée? Moi, c'est Jupiter. Puis là, ils répondent avec des trucs Galactus. Puis on voit un peu leur relation, puis on voit que c'est deux personnes qui s'aiment. Important. Puis là, c'est entrecoupé de scènes comme semi-psychédéliques, comme tu sais, quand ils dorment, t'as genre une grosse lumière bleue, comme si c'était le ciel qui les éclairait avec la lumière bleue. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Après ça, t'as le lendemain, t'as le bateau avec ils sont sur un lac qui est vraiment turquoise, là. Ça, c'est un effet de caméra, probablement, là, mais ça, c'est... cool. Cette scène-là, je voulais y arriver, là. Ouais, vas-y. La musique de transition... Puis l'espèce de fade-out qui fait en sorte que Nicolas Cage était à un endroit, puis il fade-out finalement sur le lac, qui est encore super contraste puis super beau visuellement. Pour vrai, là, je sais que c'est un big step, mais niveau maîtrise de l'image, ça ressemblait quasiment à du Kubrick d'un niveau des plans. J'avoue. C'est comparable, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça hein, dans ce film-là aussi. Un peu de transition et du storytelling à la Kubrick. Là, c'est quoi? J'ai vu un clip cette semaine de Quentin Tarantino qui explique un peu de... C'est quoi du storytelling? Puis il dit, tu sais, le cinéma d'aujourd'hui, on a tellement d'historique qu'il y a des choses qu'on s'attend dans un film. Puis lui, il dit, c'est pas ça du storytelling. Tu sais, quand tu tombes dans cette routine-là,
tu comptes pas une histoire, tu fais juste suivre la formule, puis il dit quand tu comptes une histoire, puis le point où je veux en venir, c'est que Kubrick comptait des histoires. Là. Des fois, ses films, c'est un labyrinthe, puis des fois, ses films, c'est vraiment comme un film de Tarantino. Tu pars du point A, puis tu t'en vas au point B. Tu t'en vas au point B, puis il n'y a pas nécessairement de circle around. Là. Ça ne suit pas la formule, ça, ce que je veux dire. Puis ce film-là est un peu comme ça aussi, dans le sens où il compte une histoire, là, puis on part à quelque part, puis on s'en va vraiment ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas nécessairement. Mais dans ce film-là, c'est un mauvais exemple parce que t'as un élément déclencheur qui est la mort de Mandy. Ouais. Mais, tu sais, exemple, dans les films de Tarantino, oui, il arrive des choses, mais c'est pas nécessairement exemple, le fait de tirer quelqu'un dans la tête dans Pulp Fiction, ben c'est pas ça qui va faire. Oui, ça fait dévier leur quête, mais c'est pas ça qui va faire le film. Là. Exact, oui, tu comptes une histoire, mais les éléments perturbateurs sont pas nécessairement ce à quoi le film continue à tourner alentour, tout ce que les films font maintenant. Là. Ils te mettent une situation, tu as un élément qui perturbe, faut régler l'élément qui perturbe pour arriver à la finalité. Mais c'est que des fois, c'est pas tant linéaire que ça, même si tu vas d'une histoire A à B. Mais dans Mandy, c'est vrai que c'est fucked up, c'est de même. Mais on a un élément déclencheur, mais qui aurait tellement pu être d'autres choses pour qu'on arrive à la même finalité. Là. C'est vrai. Fait que c'est ça. Puis il y a la scène au fond sur le bord du lac, le feu, quand elle sort de l'eau nue, puis qu'on a un genre de gros plan sur le visage de Mandy. Je trouvais ça hot. J'avais l'impression qu'elle avait les deux yeux pas de la même couleur. Puis j'ai été sur cette impression-là pendant plusieurs scènes du film. Puis finalement, les fois où on voit ses yeux avec sans des filtres fucked up psychédéliques, au fond, elle a les yeux de la même couleur. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur cette impression-là. Non, mais c'est normal, ça. Okay. Il joue avec la grosseur de ses pipilles. Right? Hein? C'est vraiment subtil. Ouais. Non, c'est vraiment subtil. Il le fait souvent pendant le film quand on a les couleurs psychédéliques. Souvent, son œil, à l'inverse pour nous, l'œil droit à elle, que nous autres, on voit à gauche, il grossit plus que l'autre. Mais c'est super subtil. Puis c'est souvent en lien aussi, tu le vois avec les autres personnages, plus quand ils sont drogués là, aussi. Là, les yeux deviennent juste complètement noirs. Là. Mais non, c'est ça. Mais c'est pas dans ta tête. Là. C'est vraiment un effet voulu quand c'est des scènes psychédéliques, justement. Good. Puis là, après ça, bon, il y a la scène avec le Bambi mort. Où elle marche dans le bois, puis elle trouve un Bambi mort. On dirait que ça, c'est un peu un genre d'élément déclencheur pour leur conversation par la suite, mais j'ai pas vu de symbolique plus qu'elle marche dans le bois, puis elle trouve un bébé cerf mort. Ouais, mais c'est ça. Après, ça lui fait parler de l'histoire fucked up avec son père, là, mais... Avec son père et les oiseaux. Au final, c'est juste pour renforcer que c'est une personne spéciale, entre guillemets, puis qu'elle a vécu des trucs spéciaux, je pense. C'est surtout ça. Ouais. Ça établir un peu le personnage, puis nous faire s'attacher à elle. J'ai vu des scènes supprimées, puis justement, t'as une scène où est-ce que le shérif vient parler à Nicolas Cage. Mm-hmm. Puis Nicolas Cage a l'air d'un ancien badass bandit. Là. De là, ses connexions pour aller chercher son arbalète, puis des choses comme ça. Puis que maintenant, il essaie d'être rangé, mais il est rangé en ayant été qu'une autre trash, parce qu'elle, supposément qu'elle a un passé trouble. OK. Puis que là, les deux, ben, tu sais, ils disent, le shérif, il est fucking bad, là, avec Nicolas Cage. Là. Il dit, deux fucked up, vous vous êtes retrouvés. J'attends juste que toi, finalement, tu perdes la carte, puis tu redeviennes le truand que t'étais, puis je vais te pogner dans le coin. Fait que je pense que c'est un peu pour montrer, elle, justement, c'est quoi son backstory, puis pourquoi qu'elle est le plus difficile, puis que c'est en fait deux âmes brisées, que leur union est tellement forte parce que c'est ensemble qu'ils sont solides. Je suis content d'avoir cette information-là parce que ça cadre, je trouve, le film. Je trouve ça vraiment hot, mais je suis quand même content que ça faisait pas partie du film. Exact, c'est ça, moi tout. Peut-être un peu fait chier pendant le film. J'aurais été comme, mais j'ai pas besoin tant, avec la finalité que ça a, on n'a pas besoin du backstory de Nicolas Cage pour l'enjoy, mais je suis content qu'il y en avait un, puis que tu me le dises, parce que ça vient renforcer le tout. Tu sais, j'aurais inclus ça, mettons, avec eux dans un booklet de style de DVD, mettons, spécial ou de super spécial édition, genre le background du personnage, nanana. Un genre de c'est la même longueur d'onde que toi. Parce que les deux, on n'est pas fan des scènes d'exposition, là. Tu sais, les deux, on n'est pas fan du genre c'est parce que ça que telle chose arrive, là. Je vous dis que cette personne est triste. En le sachant, là, quand il va chercher son arbalète puis qu'il fait juste dire I come to pick up the Reaper, je pense qu'il l'appelle son arbalète. C'est The Reaper, ouais. The Reaper,
ça fait du sens, au fond, là, qu'il avait comme son arme, puis il l'a donné, tu sais, puis que l'autre gars, il était de mèche. Ça vient cadrer bien les interactions. Mais le film faisait du sens sans, fait que... Ben, c'est à cause que c'est encore une fois le narratif qu'ils ont décidé de prendre. C'est pas un narratif qui est habituel, fait que t'as pas besoin d'explication pour tout. Tu peux sous-entendre, là, mais souvent, c'est que nous autres, maintenant, on a besoin de cette scène-là, justement. De ben, ok, oui, c'est un ancien criminel, ok, fait que c'est normal qu'il y ait ça. Mais les autres qui vont se dire, ben là, c'est pas rapport qu'il a cherché une arme chez quelqu'un, mais ils t'ont pas expliqué son backstory, fait que pourquoi tu vas pas with it? Puis tu comprends par l'interaction que les deux y ont qu'ils se connaissent puis ils ont une relation. Là. Il est pas juste allé chercher l'arbalète du voisin, là. Clairement. Exact. Là. Exactement. Surtout quand il dit What are you? Pas loin dans le film, là, mais c'est pas grave, ok, restez avec nous. Quand il dit, tu sais, je vais te donner quelque chose, mais la seule condition, c'est que tu l'utilises bien. Puis tu l'utilises, pas une bonne raison. Là, quand il parle de ses flèches, il dit. Ouais. Fait que tu comprends qu'il probablement c'est un esti de tueur. Mais que genre, là, je te fais une faveur, tu sais, utilise-la bien, là. What are you hunting? Jesus fucking freak! Cette scène-là, je l'aime tellement, l'acting de Nick Cage. Oui, man, parce qu'il fait son classique Nick Cage, il acte avec ses doigts, puis ça, comme ça. En fait, il acte pas avec ses doigts, il acte avec son poignet, genre. Il pointe son poignet, fait qu'il pointe comme sa main ouverte ou semi-ouverte vers des trucs. Exact, ouais, c'est tellement ça en plus. Qui fait ça, puis qu'on tolère ça. Honnêtement, là, tu sais, We Stand, là, je pense qu'on est d'accord, là, on est quand même fan de Nick Cage. God bless Nick Cage, il est fucking nice, man. Tu peux pas nier Nick Cage dans un cheminement cinématographique quelconque. Nick Cage est présent. Ouais, il est pas le meilleur. Très nice, mais je pense que, mettons là, on a peut-être perdu du monde, mais on va retourner à Mandy, à croise Jeremiah, qui est un chef de culte, que lui est dans sa vanne avec tous ses disciples. Puis il croise Mandy qui marche sur le bord de la route, puis c'est un instant crush qu'il a envers elle. Il obsède sur elle, au fond. Donc, ils se croisent dans la rue, dans le chemin qui mène à la montagne. Ils sont perdus en montagne, genre, c'est des chemins de terre, là, mais ils se croisent là, puis lui, c'est un instant crush, comme tu dis, puis il focus dessus. Fait que, à travers d'une scène qui est quand même le fun, il demande à un de ses disciples, je cherchais le mot, excusez-moi, qui est Father Swan. Ouais, Brother Swan. Brother Swan, Brother Swan. Non, c'est des brothers. C'est des frères. D'aller lui chercher la fille parce qu'il y en a de besoin. Puis là, il demande, t'as-tu le Horn of Abraxa? Fait que là, il sort son premier objet culte. Fait puis là, quand il sort l'objet culte, qui est un genre d'ocarina de Zelda, là, pour les fans de jeux vidéo, et genre... Non, mais même pas pour les fans de jeux vidéo. Même pour les fans, pas les fans de jeux vidéo, allez juste marquer qu'est-ce que Seb a dit comme nom de flûte, c'est la même affaire pour vrai. Ouais, c'est un genre de petite flûte, là, un ocarina. Puis il dit, tu sais quoi faire avec. Là, c'est comme le premier vrai de vrai item mystique dans le film. Ouais, 100%. Parce que jusque-là, t'as des scènes, des couleurs psychédéliques puis tout, mais tu vois rien de explicitement comme non réel ou fantasy, je sais pas si c'est le bon terme, là. Fantastique. Sauf ça. Puis à chaque fois que tu en vois un, il y a comme un flash vert. Par la suite, bon, il y a la scène du genre de dépanneur où la disciple elle fait un contact avec Mandy, puis elle essaie d'avoir de l'information sur elle. T'as-tu remarqué? J'ai fait une thèse par rapport à cette vieille disciple-là, là, que c'est un peu... Je sais pas si c'est moi qui est dans le champ, là, mais que ça serait peut-être un peu comme la sorcière dans Blanche-Neige. C'est-à-dire? C'est-à-dire du fait que, je sais pas si t'as remarqué, mais la chose que ça va acheter quand elle s'en va acheter à Mandy, c'est une pomme. OK. Et super jalouse de Jeremiah qui veut Mandy. C'est vrai. Tout le long. Quand tu fais une coupure, parce que là, ils vont kidnapper... en tout cas, quand ils vont souffler la flûte, quand ils soufflent la flûte, il y a des démons. En fait, c'est des gars qui ont eu une bad batch d'acide, qui sont virés fucked up, puis qui sont en moto, puis qui ils sont attirés par la flûte, on sait pas pourquoi. Ben, ils s'en vont kidnapper Mandy, mais quand ils vont la kidnapper, après ça, la transition que tu as de la vieille avec l'autre fille, il y a des pommes en plein centre du plan. OK. Il y a une autre référence avec la pomme, puis après ça, quand tu la revois dans la grotte, à la fin du film,
Elle parle de sa beauté, puis du fait que c'est elle la préférée de Jeremiah, puis que sensuellement, c'est la meilleure, puis que c'est sa préférée à cause de son empathie. Puis là, t'es comme, exactement. Brûler quelqu'un, t'es fuck all une personne empathique, au fond. Mais je trouvais que tout le temps, ces interactions, puis qu'en plus, ils mettent des pommes dans 3 scènes où est-ce qu'elle est très en avant-plan, qui en fasse acheter une, tout ça, je trouvais que ça faisait un lien un peu conte de fées puis de culture populaire là-dedans. C'est peut-être moi qui décide de lire ça, mais je trouvais qu'il y avait quand même de quoi qui m'accrochait. C'est pas si tiré par les cheveux. C'est vrai qu'elle a un allure de sorcière un petit peu. Le thème de la jalousie, ça cadre avec le personnage. De là à dire que c'est une référence directe, pas 100% certain, mais ça fait du sens ce que tu dis avec la pomme, là, puis les poisons. Comme tu disais, t'as des genres de... Les brothers... Lui, Jeremiah, il fait une obsession sur Mandy, fait qu'il demande à ses cultes d'aller la chercher, puis quand il blow la flûte, t'as des espèces, moi je les ai appelés, comme dans Hellraiser, des genres de Cenobites qui arrivent pour vrai. Ça ressemble à des Cenobites. Honnêtement, j'avais fait le même truc. Je pensais que c'était des... Pas je pensais, mais ils ont le même genre de style que des Cenobites. Ils ont clairement des trucs de... Oui, ils ont l'air de souffrir. Ils ont des anneaux, ils ont des... ils sont tous habillés en soude de cuir. Puis moi, au début, là, c'est comment... à quel point j'ai été suranalytique. J'étais sûr que c'était comme une représentation des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Puis finalement, ils sont 3. Fuck. Mais ça marchait pas. Oui, il y a un autre personnage qui est le 4e, puis en tout cas. Puis, mais finalement, c'est ça où c'est clairement une référence, mais finalement, ça ne matche pas, fait que ça n'en est pas une. Fait que j'étais vraiment dans un mode super, super analytique la première fois que je l'ai regardé. Puis finalement, ils sont juste. Ouais. C'est juste des fuckés. Ils échangent, je pense. Il dit blood for blood, mais. Il échange un sacrifice humain puis un genre de peau de gelée qui est probablement un style d'acide au final, là, mais c'est probablement l'acide parce que le pot, quand ils le prennent, c'est le même pot que Nick Cage, il fait juste en mettre un peu sur son doigt quand il est dans son rampage, puis qu'après ça, il hallucine des affaires fucked up. Là, fait que c'est presque sûr que c'est la Bad Batch qui se sont fait donner, puis qu'eux, ils sont attirés par ça. Là. Eux autres, ils en veulent plus. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, les 3 Hellraiser guys, on va les appeler comme ça, mettons, ils vont kidnapper Mandy et Nicolas Cage. Son nom de personnage, c'est Eric. Mais c'est Nick Cage. C'est Nick Cage. Il joue quand même son propre rôle, je pense. Puis la scène est vraiment hot. T'as un genre d'effet stroboscopique. Puis le rythme du stroboscope varie durant la scène. Je sais pas si t'as remarqué. Il est plus lent. Puis plus j'ai remarqué parce que... J'ai remarqué parce que ça m'avait quand même accroché qu'ils ont arrêté ça juste au bon moment. Parce que s'ils avaient continué avec cet élément-là, moi, ça m'énerve quand j'ai l'impression qu'on essaie de me cacher des éléments à cause de peut-être un problème budgétaire ou n'importe quoi, puis que la scène est trop confuse. Ils l'ont juste assez bien utilisé pour que ça me dérange pas. J'avoue. Ça crée comme un élément surnaturel avec leur arrivée, mais sans... J'ai trouvé ça artistiquement intéressant, mais c'était peut-être pas nécessaire pour qu'on comprenne ce qui se passe dans cette scène-là, au fond. Ouais, vraiment pas, là. Mais c'était quand même le fun. Après ça, bon, Cage se fait attacher avec du barbelé à l'extérieur, puis on le laisse de côté pendant un bon quasiment 15-20 minutes. Hein? Ouais, facile. Ouais, parce qu'après ça, bon, Mandy, elle se fait attacher. Et puis là, bon, elle est dans sa cuisine, je pense. Et puis, il y a 2 filles du culte, dont je vais l'appeler la sorcière, puisqu'on en a parlé. Avec la sorcière. Puis là, la sorcière, elle y parle. Puis, tu sais, elle dit Jeremiah, il t'a dans sa mire. Puis, je sais pas si tu sais qu'est-ce que ça représente, au fond. Puis, à quel point t'es chanceuse ou ingrate, au fond, de ce qui t'arrive. Puis là, elle donne... Elle met des gouttes dans l'œil. C'est une forme d'acide, ça? Moi, je connais pas ça, mais... Ouais, c'est de l'acide. Elle met de l'acide. Si je me fie à Fear and Laughing at Si je me fie à Fear and Laughing at Las Vegas, ce serait de l'acide dans l'œil. Les 2 gars ont été élevés par les films. On n'a aucune idée. Notre seule référence pour savoir si c'est de l'acide ou pas, c'est un autre film. Exact. Mais c'est ça. Fait qu'elle y met de l'acide. Puis après ça, elle la pique avec une genre d'abeille, man. Puis là, elle dit, I call that the cherry on the top.
C'est quand même fucked up, ça. Puis là, bon, Mandy se met à halluciner. Puis là, je sais pas si tu veux hop-in pour un peu décrire la scène d'après, mais c'est une des meilleures scènes du film, j'ai trouvé, moi. Une des. Ah, Big, c'est la meilleure scène du film. Personnellement, la scène de juxtaposition entre Mandy et Jeremiah, psychédélique à l'os, crissement beau, c'est une des... Quand je repensais à Mandy, je repense à cette scène-là en premier. Avant le combat de Chensa, avant n'importe quoi, c'est cette scène-là, elle m'a marqué bien raide. Là. Visuellement, c'est tellement hot parce que, bon, au fond, c'est une scène un peu classique, culte. Tout le monde est drogué. Au fond, ils sont dans un gros trip de drogue. Elle, à ce point-là, puis là, bon, t'as le leader du culte qui fait son speech, comme on s'y attendrait, right? Puisque c'est sa quête au final. Cette scène-là dure peut-être, je vais dire, 10 minutes, overall. Ah, gros max, ça, par contre. Fait tout le long de cette scène-là, il n'y a que lui qui parle, puis qui raconte des choses, puis qui essaie de révéler un peu de qui il est, puis c'est quoi son but, etc. Puis il parle avec une voix super mielleuse, puis super comme truthful, véridique. Mais en plus d'avoir ça, il fait jouer de la musique qui est sa propre musique, qui dit qu'il est un espèce de messie, puis qu'il est la solution à tout. Fait que t'as tout ça qui est hyper égocentrique, puis là que c'est vraiment, tu sais, quand on parlait de l'ego masculin, là, c'est pas mal la scène thème la plus flagrante du film. Là. Centrale. Puis vers la fin de cette scène-là, au final, il y a comme une espèce de, pas de cumul de pression, mais une genre d'accumulation de rythme puis de monotonie dans cette scène-là, parce qu'il parle vraiment avec sa voix de messager de Dieu, tu sais, puis des gros messages. Puis tu as une juxtaposition de la face de Mandy puis de la face du leader. Jeremiah. Puis tu t'en rends pas compte, Illico. En tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte, Illico. C'est peut-être, la première fois, je m'en suis rendu compte peut-être à la deuxième comme juxtaposition ou peut-être comme 4-5 secondes après que ça se soit passé, que j'ai réalisé que le visage que j'avais devant moi, c'était plus celui de Mandy que celui de Jeremiah. Je sais pas, toi, tu l'as-tu vu comme right away? Tu as fait comme, c'est hot. Moi, je me suis fait prendre un peu par l'effet. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Mais moi, je trouvais qu'au début, je trouvais que c'était plus flagrant. Mm-hmm. Puis qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est vraiment hot avec cette scène-là, c'est que tu deviens comme si tu vivais la confusion de Mandy. Parce que tu es plus sûr de quel visage tu as devant toi. Parce que le visage, il fusionne tellement bien des fois. C'est vrai. Tu essaies de comprendre qui est-ce qui te parle puis pourquoi que c'est insane. C'est vraiment une belle expérience. Une scène qui se rapproche de ça, c'est Blade Runner 2049. La scène où est-ce qu'elle fait venir une prostituée pour qu'elle puisse aller l'hologramme du robot faire l'amour avec Ryan Gosling. Il y avait un peu de similaire. Si vous avez aimé cette scène-là dans Blade Runner 2049, vous n'avez pas vu Mandy, la scène de Mandy est une coche au-dessus de ça, personnellement. Belle référence. Le point culminant de cette scène-là, c'est qu'au final, ben lui, son but, anyway, c'est juste de coucher avec, là, au fond. Là. Oh, ouais, c'est ça. Il veut une nouvelle disciple. Tout ça, c'est une nouvelle disciple, puis il veut coucher avec. Fait qu'il se relève après la juxtaposition, puis il lui présente son sexe. Right? Ouais, mais il y a une scène que mais avant ça, il dit, tu sais, il y a des thèses très importantes par rapport à It's all but a dream, a beautiful dream. Why don't you join us on that dream? Avant qu'elle se pointe dans la salle, c'est ça? Hein? Ouais, mais il dit, quand il fait ses speeches, il dit ça, entre autres, il veut qu'elle les rejoigne dans le rêve. Mais comme tu dis, là, quand il se met nu devant elle, elle fait juste rire, puis ça, c'est insane. Comme la scène est vraiment hot encore, là, elle continue. Puis le gars, il fait comme s'il acceptait pas qu'elle le dénaille, puis comme il essaie de se masturber, on dirait, là. Ouais, c'est vrai, ouais, exactement. Puis elle, shut up. Puis elle, au fond, elle est sur un trip d'acide, fait qu'elle fait juste dire comme yo, t'as-tu vraiment comme produit ta propre chanson à propos de ta propre personne, tu sais, puis elle fait juste rire de lui à cause qu'il est trop centré sur lui-même, ça l'accroche vraiment pas dans son speech au final, là. Elle se déconnecte, tu sais. Il y a comme tout le speech, t'es comme Chris, il va réussir à convaincre quelqu'un ici, puis finalement elle est comme yo, ta chanson, c'est n'importe quoi. Ah ouais, elle arrive fucking haut de sa chanson. Elle arrive de lui, puis moi, c'est sûr qu'elle porte une attention particulière à la musique. Tout le temps, chaque chandail qu'elle a, c'est un groupe de musique. Là. Fait que c'est sûr qu'elle allait accrocher après la musique. Puis tu sais, elle dit c'est vraiment n'importe quoi, puis elle rit de son narcissisme, là, vraiment trop poussé. Là.
Exactement. Fait que, bon, c'est un peu le geste qui va faire en sorte que Mandy va se faire brûler vivante comme une sorcière. Ouais, mais là, quand Jeremiah il va voir Nick Cage, là, ils ont toutes les pupilles noires. Je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais, ça j'ai remarqué. J'ai remarqué, ils sont tous drogués ben raides. Puis là, quand il retourne voir Nick Cage, c'est quoi qu'il dit? Il dit il dit qu'il était un Ben, gars, il il dit me que semble, ça. ça. Puis I'll show you love. Je vais te montrer c'est quoi la vraie amour. C'est vrai. Non, non, mais c'est ça, parce que c'est qu'à cause que lui, son ego a été touché, il dit, tu penses que vous êtes autant en amour, vous deux, vous pensez que votre amour est meilleur que celui que j'aurais pu lui donner, etc. Je vais te montrer c'est quoi la vraie amour. Il la poignarde avec la dague spéciale. Là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la dague. La dague. Ouais, il le poignarde avec une dague qui a un nom encore comme la flûte. Puis là, ils mettent Mandy en feu devant lui. Puis moi, ça, pour vrai, je m'en souvenais même pas à ma réécoute qu'elle se faisait mettre en feu. Je me souvenais qu'il arrivait quelque chose à elle, mais dans ma tête, elle était peut-être même pas morte. Là. Je pensais que je la revoyais plus tard. Je me souvenais vraiment pas qu'elle mettait en feu devant lui. Oh shit, t'as dû être surpris, man. Parce que la scène où Nick Cage, justement, il gueule au feu puis tout ça, c'est bien joué pour Nick Cage. Là, c'est un beau jeu. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ben oui, tu ressens sa douleur. Là. Pour vrai, le niveau acting, il est on the spot. Là. Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu ressens sa détresse, man. T'as l'autre putain de Brother Swan qui dit The darker the horror, the brighter the fire. The brighter the flame. Ouais, mais ça, c'est fucking dark. Cette scène-là est très violente au niveau verbal envers Mandy. Là. Elle se fait traiter de whore, de plein d'affaires. Puis justement, ça, c'est très violent, là, qu'est-ce que Brother Swan il dit. Là. Ah ouais. Puis je pense qu'il lui revient à Nick Cage. Il se recroise plus tard dans le film. Là, on va y venir. Mais il revient avec ça. Ben, il dit ça avant qu'il dit It was a beautiful fire that Mandy, quelque chose comme ça, avant qu'il se fasse tuer par lui. Là. She burned bright, didn't she? Quelque chose ouais, c'est ça. Mais là, c'est la fin de la partie 1. C'est la fin de la partie 1. Puis le deuxième chapitre. Non, c'est la fin de la partie 1 du film, mais pas nécessairement avec un écran de chapitre, c'est vrai. Non, mais clairement, il y a une nette coupure dans le film au niveau thématique, etc. Ouais, c'est ça, au niveau storytelling. J'avais peur qu'on perde un peu le mood hallucinogène parce qu'on le perd un peu. Quand Nick Cage, ouais, peut-être 5-6 minutes quand il va chercher son armement là, puis qu'il est en mode forgeron. Là, ouais, exact. Parce que là, bien, ouais. T'as la scène où est-ce qu'il vit sa détresse, là, qu'on a parlé dans les toilettes, là, où est-ce qu'il crie puis qu'il pleure parce que Mandy elle vient de se faire flamber devant lui. C'est une scène, encore une fois, pour un paquet de raisons. Là, mais je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé. Mais c'est ça. Puis là, après ça, justement, il s'en va chercher son arbalète chez son ami. Il donne une autre arme aussi, hein, je pense. Autre que l'arbalète, ça se peut-tu? Ben, il lui donne ses 2 flèches. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2 flèches qu'il dit. Puis quand je pense à ça, tu sais, lui, il appelle son arbalète de Reaper. Puis Mandy a fait référence à ça quand la scène d'avant, là, quand elle est sur le trip, puis il demande à un moment donné qu'est-ce qu'elle pense de la situation. Puis elle fait juste, il répond I think the Reaper's coming fast. Puis tu peux le prendre au premier degré où elle dit, ben, tu sais, il va mourir. Puis tu pourrais le prendre au second degré où c'est elle qui le menace, au fond. Ouais. J'avoue, c'est vrai. Mon chum, il va aller chercher son arme qui s'appelle The Reaper. Mais c'était impossible de faire ce lien-là avant que tu me révèles que c'est deux mauvaises personnes potentiellement à la base. Fait que finalement, bon, c'est ça, il va chez son ami chercher son arbalète puis les flèches. Là, son ami, il est quand même hot, hein, ce personnage-là. Il fait juste y révéler que les gars qui cherchent, c'est les Black Skull, puis qu'ils se sont fait donner une badge de LSD, puis qu'ils sont... Comment il dit? Ils ont l'air de... Ils souffrent, puis la chose la plus fuckée, c'est qu'ils ont l'air d'aimer ça. Puis la façon qu'ils... Ouais, exact. Super puissant. Bref. Après ça... Mais après ça, t'as ta scène favorite, quasiment, toi, de la façon dont t'en parles? Oh! Il va se forger une putain de hache, man. Qui prend le temps d'aller se forger une hache avant d'aller affronter les... Puis il s'est pas forgé une hache touchée, là. Il s'est fait une fucking hache, là. Ben c'est ça que j'allais dire, là. C'est tellement une hache iconique, là. T'as la crise de grosse hache qui shine avec les couleurs multicolores, puis en plus, au bout, t'as une espèce de couteau quand même assez long, là.
Puis la hache est vraiment badass. Puis dans ma tête, il perdait sa hache après le combat de Chansa, mais il la garde vraiment tout le long du film. Ça, j'étais vraiment content. Là. Ouais, c'est vrai. Bon, après ça, t'as une petite scène au fond de comique avec Mandy qui flotte dans le lac. Puis il y a une autre fois aussi avant où on la voyait, Mandy, en zombie. J'ai pas vu de deuxième sens au bout en comique, à part du fait que... Mais à chaque fois qu'il dort, ou qu'il perd connaissance, c'est là que ça y arrive. Ah, j'avais même pas remarqué. Bon point, Jacques. Ouais, parce que c'est à chaque fois il se réveille. La première fois, c'est quand il dort après avoir été poignardé puis qu'il devient faible, tu vois un comique. Une autre fois, c'est après qu'il ait affronté les bikers puis que son char il explose. Parce qu'il rentre dans un biker puis finalement, ça le fait juste flipper. Quand après ça coupe avec une scène comme ça. Puis t'as une autre scène où est-ce qu'il s'endort aussi. Je me souviens plus pour quelle raison, là, quand il est dans les mines ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a encore une scène en cartoon. Ouais, fait que c'est à chaque fois qu'il s'endort ou qu'il se fait justement knocker, c'est quand il rêve un peu. Mais il y en a aussi qui disent, certaines personnes, que justement, la thèse du rêve, puis que c'est tout un beautiful dream, etc., qu'au final, il meurt avec Mandy aussi. Là. Il y en a qui diraient ça, puis que tout le reste, c'est une espèce de fantasme irréel de vengeance, là, mais qui sont morts. C'est un choix. Moi, je pense qu'ils ont buté pour vrai. Ben oui, mais comment t'expliques les deux planètes à la fin quand il s'en va, puis la petite hallucination qu'il y a aussi de Mandy, en tout cas, à la fin, tout est épique, man. Il a pris du LSD, man, à un certain point. C'est vrai aussi. Ouais, faut pas oublier que tout ça va arriver éventuellement dans ce film-là. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, il est armé. Il décide de pourchasser les bikers. Fait qu'il les retrouve. Il réussit à en tirer un au travers de la gorge, si je me souviens. Non, je me souviens, on ne voit pas vraiment où est-ce qu'il pogne, mais il pogne un des bikers qui roule. Fait que là, il descend avec sa voiture. Il essaie de rouler dessus avec très peu de succès, au fond, parce qu'il roule dessus, puis c'est lui qui se crache au final. Comme si l'humain qui venait de frapper était un fucking bloc de béton, là. Puis après ça, lui se fait capturer et apporter chez les Black Skull, où là, on a une meilleure vue sur un des membres qui déchire son T-shirt. Puis là, t'as Nick Cage qui répond avec une de ses quotes épiques. « It was my favorite shirt. » J'ai trouvé ça bon. Après ça, ouais, c'est vrai. Il pète avec un tuyau, puis ses menottes, puis il dit « You're a vicious snowflake ». Je pense que Nick Cage essaie de devenir comme Schwarzenegger là, en termes de quote. Là. Comme « You're a vicious snowflake ». Parce que ça fait aucun sens, là, « You're a vicious ». Fucking sens. Ça fait aucun sens. Bon, mais il y a un beau throwback à Seven. Il y a un beau throwback à Seven dans les pires façons possibles. Tu te souviens pas que dans Seven, un des péchés, le tueur, il fait fourrer une prostituée avec justement une espèce de strap-on couteau? Mon cerveau avait comme volontairement oublié ce fait-là, je pense. Je me souvenais pas en tout que ça arrive. Mais à ce que tu te dis, oui, ça me revient. Parce que là, clairement, quand Nick Cage monte en haut, il y a un couple. Il y a une femme qui est morte sur le lit, puis il y a un autre homme qui est mort un peu à quatre pattes sur le lit. Puis quand tu coupes dans le salon avec un des Cenobites, ben lui, il a une espèce de strap-on couteau. Puis clairement que le monsieur, comment il était placé, ben on sait comment il est mort, là. OK. J'avais pas vu ça comme ça. Ça fait du sens, malheureusement. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est sûr, à 100%. Okay. Ça me fait rire parce que ma soeur aussi, je pense que c'est peut-être moi qui ai l'esprit vraiment tordu, mais c'est sûr que c'est ça, là. Mais ma soeur aussi était comme je l'avais pas vu de même, mais c'est sûr que c'est ça. Ah ouais, c'est sûr que c'est ça. Fuck. OK. Mais là, les scènes de combat entre les Cenobites et Nick Cage sont vraiment bien chorégraphiées. C'est fucking nice. Fait que le gars, il essaie de pogner Nick Cage. Finalement, il le pousse au sol. Puis là, il essaie de le péter avec son pénis couteau, man. Puis il réussit pas. Puis finalement, Nick Cage, il pogne un Exacto qu'il avait ramassé un peu avant. Puis il tranche la gorge. Puis là, il y a une marée de sang qui lui coule dans le visage. Là, puis il fait juste rire, je pense. Il fait juste comme... Mais ça, c'est drôle aussi. Oui. Puis c'est aussi très symbolique dans le sens où est-ce que la forme phallique cause la perte du démon. Ce qui est quand même drôle, parce que le démon, la chose qui fait en sorte qu'il réussit pas, c'est justement son espèce d'arme pénis qui accroche au sol puis qui fait qu'il est plus à la portée de Nicolas Cage pour le battre, mais qui est à sa portée, justement.
Fait que le thème vraiment de l'ego masculin, puis aussi, tu sais, que le pénis prend une importance très importante dans la vie d'un homme, ben c'est très symbolique, encore une fois, cette scène-là. En même temps, d'avoir de l'humour, de l'action, tout, c'est une très bonne scène. Là. Ah ouais. Puis, ben, T'as de tout du gore aussi. Qui se finit par une marée de sang. Fait que cherry on the top. Ouais, comme qu'elle dirait avec son espèce d'insecte psychédélique, psychotrope. Psychédélique. Après ça, bon, il y a le gars qu'on avait vu juste avant. Fait que là, moi, ça me fait rire parce que quand ils se battent les deux, Nicolas Cage, il fait juste crier genre « My shirt! » Non, il dit... Parce qu'il est en crise après, puis pour se primer, il dit « You rip my shirt! You rip my shirt! You rip my shirt! » Ah, man, c'est bon, ça. Ça, props à Nick Cage, tu le vois dans... props à Nick Cage, tu le vois dans le making-of, là. Il parle avec Panos, le directeur, puis il dit « Tu trouves ça cool quand je dis ça de même, là? You rip my shirt! You rip my shirt! » Puis on dirait que c'est son idée de dire cette quote-là en se battant, là. C'est bon, ça. Par curiosité, on a vu que dans Vampire's Kiss, il avait mangé la putain de coquerelle. Est-ce que dans la scène, un petit peu plus tôt, là, dans la scène où il se claque genre 10 litres de vodka, je sais pas, là, d'après moi, toi, as-tu bu de la vodka pour vrai? Ça avait l'air à descendre rough en crime dans sa face. Je me demande. Vu qu'il est game de bouffer une coquerelle, je me dis, il est peut-être game de s'enfiler un 10 onces straight pipe. 10 ou plus, là, je sais pas. C'est peut-être oh boy, j'ai pas l'information, c'est plate, mais j'ai pas l'information. J'aurais trouvé ça bon. Ça aurait été le genre d'être son idée, puis qu'il le fasse, puis qu'il soit désagréable sur cette journée-là, je sais pas. Ça aurait fait une bonne histoire. Ben, juste dans ma tête. Espérer des films comme ça où l'alcool est très impliqué, c'est quand même très chaotique, là. Je pense entre autres en 2018, justement, ou 2019, de Lighthouse. Là. Je sais pas si t'en as entendu parler avec Robert Pattinson puis William Dafoe qui sont pognés sur un île. J'ai vu pas mal de preview, mais j'ai pas regardé le film encore. Ben, Robert Pattinson, justement, il saoule souvent dans le film. Ben, il buvait de la vraie alcool. Puis il s'est pogné avec le directeur des fois parce qu'il était trop sous, puis il disait des conneries, puis il était vraiment dans le personnage d'ivrogne, puis il était sous souvent, puis il y avait vraiment de l'isolement dans le film. Fait qu'à ce paraît, c'était assez spécial comme feeling de tournage. Là. Puis ça a-tu bien sorti? Lighthouse, c'est un film assez unique. Là. Un genre de film que justement, tu présentes à quelqu'un, puis comme Mandy va te dire qu'est-ce que tu m'as fait écouter, c'est de la style merde, mais que toi, tu vas peut-être trouver awesome. Là. Puis c'est un autre film aussi que j'ai tellement été overwhelmed par ma première écoute que j'ai hâte de me faire une deuxième écoute aussi de celui-là. Cool. Belle parenthèse, merci. Je suis content. De rien. Parce qu'en revenant au film, au fond, fast forward, Nick Cage retrouve ses armes. Il défonce une flèche au travers du dernier Black Skull qui reste. Mais quand même important, Seb, c'est avant de tout faire ça aussi, parce qu'on dirait que ça a vraiment une influence sur sa quête et son tempérament. Il goûte clairement la potion d'acide des bikers. Puis en même temps aussi, ça lui fait avoir des visions un peu prophétiques parce que c'est là... Ouais, t'as un face melt, mais aussi t'as l'espèce d'antenne où est-ce que ça lui permet d'aller voir le gars avec le tir puis de continuer sa quête, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment comme une drogue très forte et très psychédélique et très fucked up comme scène. Là. C'est vrai. T'as raison. J'avais oublié le face melt. Shame on me. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, il y a un combat avec le dernier Black Skull. Si je me souviens bien, il finit par le buter puis le mettre en feu. Puis là, le dernier Black Soul, il fait juste lui dire que Mandy, elle brûle encore au fond, puis que she burns. Comme ça, elle brûle encore. C'était assez violent. C'est quand même violent. C'était assez violent de la façon qu'il parlait. Là. Ouais. Après ça, ben, le gars, Nick Cage, il trouve une cigarette à terre, puis il l'allume dans le feu du corps qu'il vient de tuer. Ça, c'est quand même notable. Je suis tellement content que tu surlignes ça parce qu'on aurait très bien pu passer à travers ce détail-là, mais Chris, que c'était drôle. C'est bon, il trouve une cigarette à terre puis il l'allume dans le corps du gars qui vient de tuer, puis il filme. C'est bon, là. Parce que c'est tellement fort. T'as ça, tu vois vraiment la détresse dans ses yeux parce qu'il est plus bien. Là, c'est cette scène-là, tu vois qu'il est plus bien. C'est-tu l'acide, c'est-tu la vengeance? Je sais pas c'est quoi, mais il a les yeux d'un maniaque, il a plein de sang en face à cause de la gorge qu'il a tranché avant, il vient de couper la tête d'un gars, puis il slide juste la cigarette de son cadavre, puis il est comme « Shit is real, man. » I'm dealing with some stuff.
Fait qu'après ça, il se dirige justement par instinct, on dirait, au labo de LSD. Puis toute cette scène-là est bien psychédélique aussi. Là. Le gars, au fond de Cage, il dit pas un mot. Fait qu'il se pointe dans le labo. Le gars, il a une conversation avec lui-même. Il a laissé s'échapper le tigre pour une raison quelconque. Je sais pas pourquoi je trouvais ça tellement hot quand il disait « You exude cosmic darkness ». C'est ça, tu sais, puis c'est là vraiment où toute cette scène-là, t'es capable de la prendre des deux côtés. Soit les deux sont complètement pétés sur l'acide, ou soit il y a vraiment comme un deuxième sens là, qui nous est pas semi-révélé là, à tout ça, tu sais, puis parce qu'il l'appelle You're a Jovian Warrior, puis un Jovian, je sais pas c'est quoi non plus. Mais tu sais, il donne un titre. Moi non plus. Pareil comme les dagues puis l'ocarina au début, c'est mystique, mais on sait pas pourquoi, on n'a pas plus d'infos. Bref, le gars cette scène-là, visuellement, est super le fun. Puis finalement, le gars, il fait juste lui dire d'aller vers le nord pour trouver, au fond, Ouais, c'est vrai. Le résultat de cette scène-là, c'est vraiment juste ça, mais elle vaut la peine d'être à regarder. Mais il n'y a pas tant de détails que ça, je pense, à couvrir. Là, à sortir de ça. Là. Ouais, c'est ça, à moins que tu aies de non, quoi, du tout. Non, pas tout. Fait qu'il il part en 4 roues, au fond. C'est un gars, il part en 4 roues. Puis là, bon, il s'en va à la chapelle. Fait qu'il y a une chapelle perdue dans la montagne. Puis là, on a comme si on avait, mettons, la notch 1 en termes de massacre, on passe à la deuxième étape, là, la notch numéro 2. Là. Parce qu'il kill le gars, il kill un des followers, je pense, avec sa hache. Il le défonce. Ben, c'est Brother Swan. C'est Brother Swan. Il défonce la face de Brother Swan avec sa hache. C'est vrai. Puis c'est là où Mandy, il lui dit, Mandy, elle a brûlé vraiment bright. Tu trouves pas? Il bute aussi le gars qui lave. Il finit par se rendre à la chapelle. Il bute le gars qui lave la voiture aussi, mais ça, je me souviens plus comment. Je pense qu'il lance ça. Ben oui, c'est hot, man, parce qu'il fait un plan, une espèce de contre-jour, que le gars, il devient une espèce d'ombre, puis il se fait juste recevoir la hache dans la tête, puis tu vois juste le sang gicler. Mais le plan de caméra est vraiment le fun. C'est vrai. C'était nice, ça. Puis après ça, ben, t'as le combat de Chainsaw. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment un pourquoi pas, ça. Ben, c'est un pourquoi pas, mais c'est encore avec la thématique de l'ego masculin, par contre. Parce qu'il tient la chainsaw à hauteur de son pied. Entre autres, ça arrive souvent, mais aussi le gars qui a une chainsaw, puis l'autre, il est comme je vais aller avec la plus grosse chainsaw, puis il arrive avec une chainsaw 3 fois plus grosse, puis il la met justement à la hauteur de son pénis pour la tenir. Ben, il y a un peu de ça, là. Veux pas, ça, c'est clairement... C'est clairement une symbolique phallique, là. Mais ça fait une scène quand même très nice. Puis quand même encore belle chorégraphie. Ouais. Belle chorégraphie. Au fond, ils se battent comme avec le chainsaw, comme si c'était des épées. Puis là, bon, Nicolas Cage a de la misère à faire partir sa chainsaw. La finalité de tout ça, c'est qu'il réussit à pogner le cou du gars avec une chaîne, puis à faire en sorte que son adversaire tombe sur sa propre chainsaw, puis se défonce le chest lui-même avec la chainsaw. Là, puis ça finit dans une mare de sang. Vraiment nice. Une très grosse mort de sang, man. Le sang, il gicle très bon. Après ça descend en enfer. Donc, il rentre dans la chapelle, il trouve un tunnel, il descend, puis là, il recroise au fond la vieille. Ou bien c'est clairement... Je suis pas sûr à 100%, mais mettons, parce qu'il s'en va clairement dans une grotte, c'est-tu pour faire l'allégorie de la caverne puis comment les sectes sont? Que c'est une espèce de fausse vérité, puis eux, ils vivent dans cette fausse vérité-là, parce que tout le monde est isolé, puis on dirait que tous ils sont rendus fous dans leur caverne. Là. C'est ça, ou soit c'est l'entrée vers l'enfer, ou le purgatoire, ou il y a... Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations que tu peux donner à ça, parce que, tu sais, il monte en montagne, puis t'as déjà l'impression qu'il est plus vraiment sur Terre, là, il est dans son trip de LSD aussi, pas mal. Ouais. Il y a ça. Finit par croiser la vieille. Puis là, c'est là qu'elle lui dit que lui, elle adore. The most sensual lover. The most sensual à cause de son empathie. Je me souviens plus comment il a tué. On le voit pas, mais quand il croise Jeremiah, il lance sa tête. Il lance sa tête, puis là, il gueule. Puis juste avant, Jeremiah, il est comme au bout du tunnel, puis il est dans une salle
seul, puis lui, il sait pas que c'est Nicolas Cage qui est là, fait qu'il fait juste dire entre pas, God is in this room, tu sais. En faisant référence à lui ou potentiellement à Dieu, directement. Puis, fait que puis là, la scène finale est incroyable, mur à mur, là. C'est vraiment une confrontation. Ouais. Ils sont clairement pétés sur le LSD. Puis Nicolas Cage, il révèle une pièce d'information importante. Il dit, il y a deux gens, il y a deux façons de réagir là, dans le monde. Genre, soit tu te noies, soit tu nages. Puis il fait, You drown, I swim. Genre, toi, tu t'es noyé. Puis aussi, puis moi, je nage. Puis c'est leur aussi leur tolérance au LSD. Là. Nick Cage, il est clairement un peu plus en contrôle que lui. Right? ouais, aussi. Puis qu'est-ce qu'il dit avant, c'est que dans la même référence que ton affaire, c'est qu'il dit que The psychotic drown where the mystics swim. Ouais. Puis c'est même un peu autoréférentiel justement au film, parce que le film marche sur cette ligne-là aussi, sur le psychotique puis le mystique tout le temps. Ouais. Fait que soit tu t'es noyé. Quand t'es rendu là, soit tu t'es noyé dans le psychotique puis t'aimes vraiment pas le film, ou tu nages dans le mystique puis t'aimes ça aussi. Ça peut être vu comme ça, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut vraiment être vu sur le film at large. C'est comme... Ça peut être vu autoréférentiel, en tout cas. Mais Chris, ça c'est sûr que t'as ri, là. Parce que quand Nick Cage, il pointe la tête pour le tuer, le gars, il dit « Man, I will blow you, man, I will suck your fucking dick! » Si, j'ai rien. C'est déjà établi que Jeremiah, il a comme une double personnalité, là. Ouais. Un peu, tu sais. Puis quand j'ai vu ça le premier coup, je me suis dit « OK, that's it. La ligne est claire. C'est juste tout un trip de LSD. Puis le gars, c'est un junkie comme les autres, au fond. Parce qu'il est genre là, il va mourir. Ouais. Il débuzz instantanément, puis il est genre un junkie, puis il va tout faire pour avoir sa prochaine dose, puis il est genre, man, I'll blow you, genre, puis il fond, tu sais. Ça j'ai trouvé ça révélateur un peu sur le personnage, pas mal. Il revient fou après, par contre, puis il demande de se prosterner, puis à cause de ça, Nick Cage, il squish la face. C'est rare, man, des face squash. C'était bon. Ouais, parce que c'est très réaliste, puis on demande beaucoup de réalisme dans notre société, mais quand tu as un film qui se fout du réalisme ou pas, ben c'est juste le fun de voir un face squish, man. C'est des effets spéciaux, c'est des practical effects, là, le face squish. Ouais, c'est vrai que c'est tout practical. Aussi, qu'est-ce que je trouvais spécial dans cette scène-là, c'est que quand il squish la face, il y a clairement une réaction sexuelle, Nick Cage. Là. J'ai pas porté attention. Sa satisfaction est clairement une très grosse ambiguïté sexuelle. Là. On dirait vraiment qu'il vient. Là. OK. Je sais pas quoi faire avec cette information-là, mais... Okay. Moi non plus, je sais pas quoi faire quand je l'ai vu, puis je sais que c'est ça qui se passait, là. Je sais que c'est ça qui se passait. Rendu là, j'ai manqué cette petite hint-là, je pense. Mais mettons, quand c'est en ligne vers la fin, il y a deux éléments que je trouve intéressants. First, la fin est fucking belle. Esthétiquement. Esthétiquement, avec les deux planètes en arrière, puis aussi l'espèce de folie qui hallucine Mandy, puis que finalement, elle est vraiment pas à côté de lui, puis qu'il a l'air d'un esti de maniaque, là. C'est vraiment hot, là. C'est son sourire, man. C'est son sourire que tu vois qu'il est plus là, le gars, là. Puis t'as-tu remarqué quelque chose de spécial avec le générique? Il n'y a pas de musique. Exactement, man. T'es overwhelmed par la musique tout le long du film. C'est un rock opéra, puis là, à la fin, il te laisse sans musique digérer tout ça. C'est vraiment une coupure nette. C'est comme à l'inverse du film normal, justement. Pour montrer à quel point ce film-là est non conventionnel, il pousse la notch une fois encore de plus pour dire c'est vraiment pas ce que vous êtes habitué de vous faire présenter, on dirait, puis il coupe, puis c'est... Vous n'avez pas votre musique de générique habituelle, puis là, vous êtes juste en train de digérer le film. Le trip s'arrête là. Touc. Ouais, c'est carrément exact. Ça, le trip s'arrête là. Puis moi, j'ai vraiment apprécié ça qu'il n'y ait pas de musique. Je trouvais ça vraiment hot. C'est vrai. Tu vois, je l'avais noté, mais comme pas... J'avais pas réalisé le meaning. C'est ça qui est le fun, man, d'en parler. Il a fallu qu'on attende une semaine pour ça, mais ça valait la peine. Fuck ouais, man. Bon. C'est que je suis content d'avoir parlé de ce film-là. Là. Ça fait vraiment du bien de pouvoir en parler, au fond. Fuck ouais, man. Ça fait vraiment une semaine que je l'ai écouté, fait que je me retenais, là. Fait que film que je juge exceptionnel, je pense que ça vaut une bonne petite bière.
Puis on va faire un shout-out encore une fois à notre microbrasserie de Saint-Jean, donc Over Up. Puis on prend une petite sour à la mangue, la Mango Jelly, qui est quand même très nice. Donc, cheers, Seb. Cheers. Une Catarina Sour. C'est ça qui est écrit. Tout qui est écrit. À l'air funky, le film était funky. Mais ouais, Seb, je voulais ton opinion. Là, fait que finalement, est-ce que tu penses que tu recommandes ce film-là, mais ta note, c'est quoi? La note officielle, c'est un... Yeah. Je suis rentré dans l'épisode avec un 8.5. Je pense que je suis rendu à 9. T'es rendu à 9? Ok, moi, je vais te montrer la note que j'ai encerclée, là. OK. 8.8, c'était ma note à la base, mais je pense que je peux y aller avec un 9 avec toi aussi, là, puis être solidaire avec toi. Parce que je pense, ce que je sais pas, OK, bon. On a déjà parlé que pour moi, un 10, ça n'existe pas vraiment, là. Puis, mais j'ai des films qui ont une note au-dessus de 9. Puis pour avoir une note au-dessus de 9, il faut comme tu mûrisses un petit peu, puis que c'est un film que tu aimes revisiter, puis tout. J'ai hâte de voir si je vais, dans le futur, avoir envie puis apprécier ma revisite. Je pense que oui. Fait qu'éventuellement, il va peut-être monter encore ce film-là. Je sais pas si je vais avoir l'occasion tant de le revisiter, mais il est complet sur un paquet d'affaires. Il est artistique sur beaucoup de sens, sans être too much, j'ai trouvé, parce que chaque choix artistique est grandé par un autre aspect du film, comme les couleurs, puis l'aspect psychédélique, bien dosé, mais vraiment présent, là, pas une petite dose, là, c'est omniprésent. Ouais. Ça aurait clairement pu être mal fait ou too much. Puis moi, j'ai pas trouvé que c'était too much du tout. Visuellement, c'était super intéressant. T'as des aspects de comme on a dit là, la dague de je sais pas trop qui, man, de livre de Lord of the Ring ou whatever, tu sais. Que ces aspects-là qui sont un peu saupoudrés dans le film, qui te font juste assez douter pour te dire comme c'est-tu vraiment comme une fiction ou c'est vraiment juste du monde sur le LSD? Ouais. Tellement d'éléments comme ça, man, à revisiter, puis j'ai l'impression que je vais catcher plein de petits détails. T'as-tu vu le petit 2 secondes aussi de cutscene? C'est sûr que moi... Ah ouais, non? C'est quoi? Comme un 2 secondes de cutscene où tu vois les sketchs que Mandy a dessiné au début. Puis t'as Nicolas Cage avec un tigre. Oh fuck, nice. T'as un genre de Amazon barbare ou je sais pas, là, accroupi avec un arme. C'est vraiment cool. C'est vraiment une fraction de seconde. C'est hot, ça, d'abord. C'est vraiment juste un... Mais non, man, comme tu dis, là, pourquoi il mérite un 9? Puis tu te poses la question, mais je suis sûr à 100% que tu vas plus aimer ta réécoute. Ce film-là est tellement riche en éléments que tu vas toujours trouver quelque chose de nouveau à découvrir ou d'autres éléments que tu vas moins focusser, mais tu vas focusser sur d'autres choses dans la scène, que tu vas toujours trouver ton compte. Pour vrai, le film est le fun à regarder. Il faut que tu sois wake up pour l'écouter. C'est pas le genre de film que tu écoutes fatigué, même aussi bunkers que le film a de l'air. C'est pas tant un film que tu écoutes mollo, là. Puis... Ouais, faut que tu sois un minimum réveillé pour l'apprécier. Parce que je pense que si tu écoutes ce film-là fatigué, pas trop dans le mood, c'est certain que tu vas juste le trouver over the top, puis tu vas peut-être pas comprendre le point, mais comme pas autant l'enjoy, je pense. Tu es dans une bonne place. Ouais, non, c'est ça, là. C'est ça qui est important, là. Puis c'est ça, il est tellement original, iconique aussi, là. Il y a beaucoup d'éléments iconiques, là. Juste Cheddar Goblin, c'est cave, mais ça reste dans la tête. T'as la scène de juxtaposition qui est dans les meilleures scènes de cinéma, point. Là. J'ai adoré la scène de juxtaposition, pour vrai. Je peux pas dire à quel point je trouve ça unique, puis beau, puis bon, puis symbolique. Puis il y a plein d'affaires dans cette scène-là. Là. Un film qui mérite un 9, c'est un film qui va mûrir. Puis c'est un film que t'es excité un peu. Tu sais, il y a pas beaucoup de films, mettons, que je présente à quelqu'un, puis je vais être un peu nerveux de le présenter. Tu sais, il y a The Shining qu'on a déjà parlé. Si je présente ce film-là à quelqu'un, je vais avoir un peu des attentes. Je vais être genre, est-ce que je l'ai présenté à la bonne personne? Ou qu'est-ce qu'il va penser de ce film-là? Je veux pas y présenter puis qu'il y ait ça. J'ai mes propres attentes par rapport à présenter ce film-là à quelqu'un. Puis ce qui va arriver, je pense, avec ce film-là, c'est que c'est ça. Je vais le présenter à quelqu'un, puis je vais le présenter à cette personne-là comme un bon moment, puis je vais vraiment avoir des attentes par rapport à l'écoute de l'autre personne. Puis pour que ce soit rendu à ce point-là par rapport à un film, bon ou mauvais, ça a de la valeur, ça. Puis ça, je pense qu'il va le faire mûrir, passer le 9. Là. Puis c'est un bon point. C'est pas peu dire. C'est un si bon point parce que qu'est-ce que tu dis, je me sentais de même en te le présentant.
Right? Parce C'est que comme c'est nerveux pas un un peu, film là. que tu sais la réaction. C'est ça, tu sais pas la réaction, le monde va voir, mais aussi un point que j'ai pas mis au clair puis que je pense que ça vaut la peine de le souligner, c'est qu'on est on est rendu en 2021, ce film-là a été fait il y a 3 ans, mais quand même, mettons, tu te remets en 2018, faire un film que j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres films comme ça puis qui est totalement original, c'est quand même très rare aussi, là. Puis ce film-là est unique en soi, puis juste pour ça, quand t'adhères, je pense que t'adhères à 100% comme nous autres, puis sinon, ben t'aimes vraiment pas ça, là. Je pense pas qu'il y a vraiment juste un milieu pour Mandy, là. Je pense aussi. C'est vraiment un do or die. Do or Envoyez-nous die. vos. Envoyez-nous de quel côté vous vous êtes trouvé. On veut voir. On veut savoir de quel côté vous étiez. Vous avez adoré. Ouais, man, je serais curieux, là. Puis là, Seb, je suis rendu à te challenger avec IMDb, puis on a quand même un bon échantillon, là, quasiment 200 personnes, 150 des fois, des choses comme ça, là. C'est pas grave, c'est moi qui vais avoir raison pareil. Fait que le sexe et la nudité. Je vais dire un. J'ai envie de dire un 3 parce que c'est présent un peu. C'est un thème au final, mais plus un thème qu'explicite. Fait que je vais dire un 3, mais je suis vraiment pas certain. C'est un 4. T'as le pénis de Jeremiah que tu vois. Ah, c'est vrai. Pourquoi quand on voit des seins, c'est pas automatiquement un 4? Non, Mais non, c'est quand pas du 4, mais aussi t'as un film porno qui joue quand le gars avec son strap-on pénis. J'avais Ouais. oublié ça. Ok, c'est bon. T'as aussi, tu sais, Jeremiah, il se masturbe clairement. T'as plein d'affaires de même, fait que c'est un 4. La violence et le sang. 4, 4, 4, 4. Ouais, facile, là. Je pense qu'on a fait le tour durant l'émission, là. Une scène vaut un 4. Juste une scène à elle seule dans le film. Il y en a des paquets. Mais il y a quelques scènes qui valent des 4 à elle seule. Ouais, exactement. Le caractère profane. J'ai pas souvenir qu'il sac tant que ça. Il doit en avoir qui se calent des son of a bitch. Je vais dire un 3. Un 3. Yes. Municipal use of fuck. Whore. Shit. Damn. And other dérivés. Dérivés. Alcool, drogue et fumée. Ben là, c'est un des démons, là, un des Black Skull. Il y a carrément la face dans la poudre. C'est un 4. Ouais, là. aussi. C'est vrai. Ouais, c'est un 4. Puis ah oui, on a oublié, hein, Nick Cage se fait une ligne avant de prendre de l'acide, hein. C'est vrai. Il fait... Après avoir tué le démon, il prend de sa cocaïne, il fait de la cocaïne, puis après ça, il part prendre l'acide. Il est vraiment sur une dérape totale. Ouais, il y a tout. Mais ouais, comme tu dis, puis aussi, le film peut être vu quasiment comme juste des gens sur l'effet d'acide, puis que ça m'avait mal partout, là. Effectivement. Effrayant et scène intense. Je vais dire un 4 aussi. Ouais, c'est un 4. Extremely surreal and disturbing. Puis strong graphic violence through the film. Plein de choses comme ça. Strong graphic violence, c'est comme le baseline pour décrire le film. Si tu veux pas révéler rien à quelqu'un, tu lui dis. Tu lui dis ça, puis ça décrit le film. Ouais, quand même. Là. Fait qu'il y a juste un caractère profane que s'il y avait sacré un peu plus, le film, ça serait un 4 partout. Là. Ah ouais. Moi, le recast, j'en ai 4, je crois bien. J'en ai 3. Moi, mais Ok. je pense que je vais y aller parce que. Je vais juste y aller. Mais j'en ai 3 aussi, mais vas-y. Ils sont pas incroyables, moi. Parce que, comme on a déjà dit, c'est tough quand tout le monde est à point. Là. Fait que mon premier, je doute encore, mais j'y vais. C'est le prêtre, au fond, de Jeremiah. Je l'aurais recasté par Bob Odenkirk, qui joue dans Breaking Bad puis dans une couple d'autres séries. Là, il y a un visage petite voix cassée. Par ressemblance physique, je pense qu'il a le parler pour être capable de jouer un leader de culte, mais je suis pas 100% certain qu'il aurait offert le même niveau de performance. Je n'appuie pas ce recast, mais c'est pas grave. Je peux comprendre, mais je n'appuie pas ce recast. Je voulais juste te dire si tu pouvais comprendre. Bob Odenkirk est trop sympathique. Puis il a trop une voix petite aussi pour être prenant. Mais je sais pas, man, s'il décide qu'il se fâche, il y a un timbre de voix qui est un peu unique. Dans ce sens-là, je pense que ça aurait fité. Ouais. Ok, je peux comprendre ça. Yeah. Mais j'ai casté Mandy. Elle me faisait penser à l'actrice qui est, je sais pas si je vais prononcer son nom comme il faut, Shailene Woodley. C'est l'actrice principale dans les Divergences, puis dans que j'ai pas vu.
Une couple d'autres films aussi, des petits drames. Tu veux que je te l'épelle? Bird in the Blizzard. Non, Ouais. je sais c'est qui Bird in the Blizzard, puis elle joue dans Sharp Object, je pense aussi la série de Jean-Marc Vallée. Potentiellement, moi, mais j'ai eu de la misère à la retrouver, elle. J'avais sa face en tête. Je me dis, c'est elle que je veux caster, mais j'ai eu de la misère à retrouver son nom. Puis, imagine, c'est White Bird in a Blizzard, je pense. Tu lui rases les sourcils là, ou tu lui bleaches pour qu'elle ait le même genre de ton. Puis je pense que c'est quasiment une copie conforme de l'actrice. Au niveau performance, je commande pas. Je sais pas. Je lui donne non, mais c'est une super bonne actrice, mais je trouve que Mandy a un certain côté angélique à sa prestance puis à son acting que j'ai jamais vu avec l'actrice de ces films-là. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère à le voir, mais niveau ressemblance physique, je peux comprendre. Je me prête au jeu là, en ce moment. Il n'y a aucun acteur qui avait besoin d'être remplacé dans ce film-là. Je sais, Seb, mais on discute. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que Mandy, l'actrice qui fait Mandy, je sais même pas si on l'a vu ailleurs. Elle a un petit quelque chose là, qui fait qu'elle est difficile à remplacer à la base. By the way, la bière est quand même bonne, hein? Ah oui, hein? On n'a pas full, Ouais. mais elle est sucrée, elle est bonne, elle est spéciale, man. Mais pas spéciale dans le bon sens. Puis elle n'était pas tellement forte à 4%. Ça, c'est toujours appréciable en début de soirée. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il est 2h30 de l'après-midi quand on enregistre ça. C'est ça, c'est un début de soirée, ça. Ouais, mais ton dernier? Mon dernier, c'est Brother Swan, que j'ai recasté par l'acteur Jesse Plemons. Oh, Jesse Plemons, ça me dit rien. Il est dans Black Mirror. Bon acteur. Puis Breaking Bad, j'ai vu. Puis il est la star aussi dans Thinking of Ending Things sur Netflix. Bon acteur. Il est capable de jouer un personnage. C'est le prochain, me semble là, que j'ai lu. Là. C'est le prochain leading man, là, le prochain personnage principal du prochain film de Martin Scorsese. Cool. J'ai hâte de voir. Ouais, parce qu'il est bon acteur pour vrai, il est cool. Il est vraiment bon acteur, puis dans un contexte de culte, je trouve qu'il ferait un bon follower parce que je l'ai vu dans certains trucs, il est capable d'avoir un visage quand même froid, des réactions un petit peu carrées, un petit peu, pas asocial, mais un peu awkward, mais sans être too much. Il y a vraiment ce profil-là. Fait que dans le genre de... Je trouvais que Brother Swan, l'acteur, il le faisait, là, dans le genre un fan de mon leader, mais j'ai mon propre caractère, puis je trouvais que ça le faisait super bien. Mais je pense que... Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'il joue dans The Master de Paul Thomas Anderson, qui est un peu un film sur la scientologie. Là. Il joue un de ses disciples, mais c'est le seul qui remet en question Joaquin Phoenix. C'est vrai, j'ai vu ce film-là, mais je me souvenais plus qu'il était dedans. Honnêtement, c'est loin un peu. Ouais, il est dedans, puis c'est... J'avais adoré. C'est super bon, man. Puis une réécoute est vraiment bonne, là. Mais en plus, je te dirais que moi, tout, j'ai recasté Brother Swan, mais ton choix est meilleur que le mien. Mais j'ai été dans la même logique. OK. Du fait que j'ai pris un gars que je trouvais qui avait l'air d'être un bon disciple au niveau acting. Moi, j'ai pris Holt McCallany, qui est dans Mindhunter. Mindhunter, okay. C'est pas le policier qui joue Agent Ford, l'autre. Ah oui, celui qui est aussi dans... Parce qu'il est dans Fight Club. Fait oui, dans Fight Club. Je l'ai déjà recasté, lui. C'est bon, ça. Tu l'aurais fait jouer Brother Swan? Ouais, parce que je trouvais que justement, dans Fight Club, il était vraiment le follower qui allait faire n'importe quoi pour Tyler Durden. Mm-hmm. Fait que je me disais, reprendre son personnage dans Fight Club, je le mets dans Mandy. Puis cet acteur-là, c'est à cause que je le trouve vraiment bon, mais on dirait que j'aimerais ça le voir ailleurs. Ben, je le mettrais. Il aurait pu jouer aussi le disciple qui se bat à la chainsaw, là, qui joue plus le baraqué. Mais le baraqué, le baraqué, c'est à cause que je l'ai recasté. Ah, ouais, okay. Par quelqu'un à cause de la similitude du visage. Puis le baraqué, j'ai mis Vincent Cassel. À cause de la forme du nez du baraqué puis de son visage.
Moi aussi, j'avais un feeling que je voulais le recaster. Son visage me disait de quoi? Il me faisait penser, moi, en termes de visage, mais c'est peut-être stretch un peu. C'est quoi le nom de l'acteur qui joue dans le film de AI avec... Aïe, j'oublie tous les noms. Je suis vraiment pourri pour les noms. Là. D'habitude, là, j'ai l'air peut-être pas pire, là, mais c'est parce que j'ai tous mes noms préparés. Là. Le film de AI, c'est quoi le film? C'est un test. Il fait venir... Le gars, c'est un gourou de la technologie. Il fait venir quelqu'un dans sa résidence. Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina, puis l'acteur roux. L'acteur roux, au niveau visage, il me faisait penser à lui. Le ça aurait pu fitter, ouais. Baraqué, mais le gars, il est juste trop mini pour jouer le baraqué, ça fitait pas, là. Fait que j'ai décidé de passer par-dessus. Ben, Cassel aussi est pas... Cassel aussi est pas tant grand, là. Mais mon dernier recast, c'est vraiment à cause de sa bouche, là, Cassel. C'est vraiment à cause de la forme du nez et de sa gueule, là. Et au niveau dernier recast, c'est Lucy, qui est la follower jeune de Jeremiah. Ouais, cool, j'ai hâte de voir. Donc, elle, j'ai mis L.A. Fanning, la sœur de Dakota Fanning. L.A. Fanning, celle qui joue dans Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Elle Fanning, attends. Oh oui, bien joué. Ouais. À cause de son espèce de fragilité, son côté un peu juvénile, c'était elle que je mettais. J'embarque. Bon fait que c'est ça mon recast, mais ouais, Mandy, on ne peut pas plus vous recommander ce film-là. J'en parlais souvent, je faisais souvent des références à Mandy, Seb avait hâte de l'écouter, puis là, souvent c'est pire quand on met un film un peu sur un piédestal en guillemets ou qu'on en parle souvent, mais il a atteint les attentes à Seb. Là. Fait que je pense que c'est vraiment solide. Là. Seb, le mot de la fin? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez la page, parlez-nous, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, on répond à tout le monde. Envoyez-nous vos commentaires, comme je disais, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec notre opinion à propos d'un film. On aimerait ça avoir cette conversation-là avec vous. Et puis, je pense que c'est ça. Yes! Donc attention à vous et bonne semaine.